Yes, check, and go. Yes, check, okay, yes. Check, yes, check, okay, check. Yes, yes, check, check. Yes, yes, yes. Yes, 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 check, check. Yes, yes, check. Okay, yes. Allô? Ok, on revoit. Et donc, à présent, je vais présenter les étudiants de l'IUS, Master 1, Master 2, Doctorat, ici présents dans la salle. Ok. Donc, il y a comme étudiant Master 1, Lettres et Humanité, Beauvais Ballon. Étudiant Lettres et Humanité, Master 1, Beauvais Ballon. Il y a lundi Jean Miranor, étudiant Master 2. Oui, oui. Divergé Jean Mirador. Il y a Séjour Osnel, étudiant Master 2, environnement. Il y a Divergé Marie-Vite. Il y a René Marie-Edith, étudiant en Master 2. Et Michel Onal, étudiant en Master 2, droit public. Bézil Pergolès, étudiant Master 2. Chevalier Vidal, étudiant Master 2. Benjamin Marie-Carmel, étudiante Master 2. Monnaie banque finance et assurance. Ali Wondé, étudiant Master 1, sciences de l'éducation. Il y a l'étudiant Adrien, Master 2. Il y a l'étudiant Paul Exercice Sauveur, Master 2, monnaie banque finance. Il y a le doctorant Hector Jacques. Il y a le doctorant Tito Léon, ici présent et dans la salle. Donc, une fois cette présentation est faite, je vais vous laisser avec le professeur Hector Jacques pour la causerie sur l'état du système d'enseignement supérieur haïtien avec vous, professeur Hector. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Donc, comme Élisée vient de le dire, je suis doctorant à l'IS. Donc, je salue également le président Christophe Providence, en fait, qui suit la cérémonie avec nous. Donc, ce n'était pas facile pour moi, en fait, de réaliser cette étude, parce qu'il y a des contraintes qui m'empêchent, en fait, de me déplacer. Cependant, après avoir compacté ICA, en fait, pour réaliser cette thèse, donc on m'a dit, en fait, qu'il n'y a pas la possibilité pour que je réalise cette thèse en psychologie. Et ensuite, j'ai contacté l'IES. Donc, on m'a dit qu'il y a un doctorat pluridisciplinaire. Donc, à partir de ce moment-là, je me fais inscrire, en fait, pour poursuivre cette étude. Donc, et c'est un grand plaisir pour moi, chaque fois que nous avons l'occasion, en fait, de pouvoir faciliter l'implémentation
en fait, d'une école supérieure ou d'une université dans la grandance, parce que les départements, en fait, exigent certains impératifs pour le département d'avoir de telles institutions. Nous sommes là aujourd'hui pour le lancement, en fait, de l'IES au niveau de la grandance. Donc, c'est intéressant pour que vous ayez là, en fait, cet après-midi, en vue de savoir, de connaître exactement ce qu'est l'IES, en fait, ce qu'il fait, et connaître aussi l'ensemble des gens de la grandance qui fréquentent cette institution. C'est dans ce contexte que je suis là cet après-midi pour vous entretenir sur l'état de l'enseignement supérieur en Haïti. Donc, quand on dit l'état de l'enseignement supérieur en Haïti, cela dit beaucoup de choses. Étant donné que c'est une causerie, donc je vais causer avec vous autour de, en quelque sorte, de ces éléments, à savoir sur la fonction de l'université et ensuite l'enseignement supérieur en Haïti. Il y a pas mal de choses qui étaient déjà dites. En fait, je ne vais pas reprendre, mais en quelque sorte, il est important d'attirer votre attention sur certains éléments. Quand on parle de l'enseignement supérieur, cela fait référence à tout enseignement qui dépasse le niveau terminal. Et cet enseignement se donne soit dans les écoles supérieures ou dans les universités. Et l'enseignement supérieur comprend 3 niveaux. Donc, ou encore en d'autres termes, il y a 3 cycles dans l'enseignement supérieur. Le premier cycle comprend la licence, les validations des ateliers d'expérience, en fait, comme les devanciers, on l'a si bien souligné. Il y a les cycles courts également. On n'a pas besoin de réaliser 4 années pour avoir un diplôme au niveau un diplôme universitaire. En ce qui concerne le deuxième cycle, ça comprend en fait le master, le DES, diplôme d'études supérieures spécialisées, le DEA, diplôme d'études approfondies. Il y a également maîtrise, parce qu'en Europe, on parle de master, et normalement, en Amérique du Nord, on parle de maîtrise, et c'est toujours, en fait, la même chose. Le troisième cycle comprend le doctorat, et on peut même dire le post-doctorat. Donc, comme je viens de le souligner, l'enseignement supérieur est prodigué soit dans les écoles supérieures ou dans les universités. Maintenant, quelle est la fonction de l'université? Puisqu'on parle de l'enseignement supérieur, et l'enseignement supérieur revient aux écoles supérieures, aux universités. Donc, classiquement, l'université a pour fonction la construction et la production du savoir. On parle souvent de la production du savoir, mais l'université n'est pas là seulement pour produire le savoir, mais elle est là également pour construire en fait ce savoir. Parce que le savoir que nous appelons savoir scientifique, ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, ça demande toute une démarche et
cette démarche, c'est le fruit d'un ensemble de travail communément appelé construction. Donc, les démarches, les étapes, tout cela nous amène à construire le savoir, parce qu'il n'y a pas de production sans la construction. Et ensuite, le service à la communauté. L'université est là pour rendre service à la communauté. C'est la raison pour laquelle on parle souvent de l'université et développement, l'université et société, l'université et développement local. Parce que l'université est là pour répondre aux exigences de la société, aux exigences de la communauté, et on ne fait pas l'université pour l'université, mais l'université est là pour répondre, pour apporter des réponses, pour apporter des solutions par rapport à l'ensemble des problèmes qui confrontent la communauté, qui confrontent la société, mais qui confrontent la nation. Et si, en quelque sorte, je pouvais abonder en ce sens. Et la troisième mission de l'université, c'est la recherche. On ne peut pas produire la connaissance sans la recherche. On ne peut avoir non plus des services à la communauté sans effectivement de produire en quelque sorte de la recherche. Dans la recherche appliquée, donc la mission de l'université, c'est toujours de réfléchir sur les problèmes sociaux, économiques et autres qui confrontent la société, qui confrontent en fait le milieu ou la communauté pour apporter des réponses appropriées à ces problèmes qui rongent la société. Donc c'est la raison pour laquelle l'université n'est pas là seulement pour produire des recherches fondamentales, mais elle est là également pour produire des recherches appliquées, en fait, qui, en quelque sorte, va aider la société à avancer de l'avant en résolvant les différents problèmes, en fait, auxquels elle fait face. Donc, en considérant ces éléments qui font partie de la mission de l'université, il est important de se demander en quoi exactement l'université en Haïti peut en fait contribuer aux problèmes que confronte la société haïtienne depuis jadis. Donc, si effectivement vous parlez de l'université en Haïti, vous parlez de l'enseignement supérieur en Haïti, ne serait-il pas logique de se demander, existait-il ou encore existe-t-il de l'enseignement supérieur en Haïti? L'Université d'Haïti, communément appelée en fait université d'État ou encore une institution publique auquel l'État haïtien a mis sur pied pour répondre aux exigences de la société, pour répondre à la formation de la communauté, à la formation citoyenne et autres. Maintenant, est-ce que effectivement cela nous autorise à parler de l'enseignement supérieur en Haïti? Donc, la tâche qui m'incombe cet après-midi de parler du système d'enseignement supérieur en Haïti, ce n'est pas une mince affaire, étant donné qu'il y a avec moi sur le panel le professeur Fred Célimel, donc qui connaît effectivement notre système d'enseignement haïtien. Il y a également le président Christophe, non seulement qui a étudié dans le système et maintenant qui préside une institution supérieure en Haïti. Donc je pense que c'est référent là, en quelque sorte, que nous aider à répondre à ces questions cet après-midi. Donc, il est important d'attirer votre attention. La question de l'enseignement supérieur en Haïti n'a pas toujours
été une priorité de l'État haïtien. Si je ne m'abuse pas, la Constitution haïtienne de 1985 a donné à l'Université d'État d'Haïti la responsabilité d'assurer en fait la mise en application, ou du moins la régularisation des institutions supérieures en Haïti. Donc, si vous allez dans la Constitution haïtienne et surtout dans les institutions autonomes, vous allez voir que la responsabilité de l'Université de l'État d'Haïti était de garantir le fonctionnement, ou du moins de faciliter le fonctionnement des universités privées en Haïti. Mais il y a un problème. L'Université d'Haïti ne dispose pas au moment où je vous parle un cadre légal, c'est-à-dire un ensemble de lois réglementant le fonctionnement de cette université et pendant qu'elle a la responsabilité de veiller au fonctionnement et à l'autorisation des autres universités du pays. Là, il y a un problème. L'Université d'Haïti fonctionne à partir d'une disposition transitoire élaborée en 1997, si je ne m'abuse pas. Il a fallu attendre l'année dernière, au mois de juin, pour que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle publie un décret régissant l'enseignement supérieur en Haïti. Donc, il est important de questionner exactement l'enseignement supérieur en Haïti. Est-ce que ce n'est pas questionner l'enseignement en Haïti et supérieur en Haïti, de dire est-ce qu'effectivement l'enseignement supérieur en Haïti était ou est une priorité pour en fait les responsables de ce pays. Dans ce décret, il est dit dans, par exemple, l'article 5. L'article 5, en fait, alinéa 13, qui parle du cycle. Suite d'années d'études menant à l'obtention d'un grade académique, l'enseignement supérieur est organisé en 3 cycles communs aux différents domaines de formation d'une durée de 4 ans pour le 3e cycle. Donc, pour, en quelque sorte, le premier cycle, c'est 3 ans, et ensuite, pour le 3e cycle, c'est une durée de 4 ans. Mais ça varie. Il y a, quand par exemple on parle de 3e cycle, c'est pour les doctorats. Il y a certaines institutions, donc, l'étude de doctorat, c'est 3 ans. Pour d'autres, c'est 4 ans. Mais généralement, le premier cycle, c'est 4 ans. Alinéa 14, le diplôme. Document attestant de la réussite du contrôle des aptitudes et des connaissances organisées à l'issue d'une formation. C'est un acte délivré conformément aux dispositions du présent décret et des textes pris pour son application et conférant un des 3 grades académiques qu'il institue. Docteur, titulaire d'un diplôme de doctorat, obtenu après la soutenance réussite d'une thèse, doctorat, grade académique, confié à l'issue d'un parcours de formation de 3e cycle, après l'obtention du nombre de crédits fixés par voie réglementaire et soutenance d'un travail de recherche approfondi mené en 4 ans au sein d'une école doctorale
diplôme du même nom dont la propagation est accessible aux titulaires du master de recherche, domaine des formations, etc. Donc, quand on parle de crédit, en fait, selon les normes établies par le ministère en ce qui concerne l'enseignement supérieur, les crédits sont cotés sur, en fait, un ensemble de 15 heures par crédit. Chaque crédit vaut 15 heures. Par exemple, un cours de 1 crédit vaut 15 heures. 2 crédits, 30 heures. 3 crédits, 45 heures, ainsi de suite. L'enseignement supérieur, ensemble de formations dispensées après la fin des études secondaires. C'est la raison pour laquelle je vous ai déjà dit, on parle d'études supérieures ou de l'enseignement supérieur, c'est après la classe terminale. Grade académique, titre sanctionnant le niveau atteint à l'intérieur ou à l'issue des parcours de formation reconnus par le présent décret et attesté par un diplôme. Les grades académiques sont au nombre de 3, licence, master et doctorat. Là, encore, il y a un problème. Par exemple, à l'Université d'État d'Haïti, il y a certaines facultés qui dispensent ou bien qui donnent le grade de maîtrise. Même si, en quelque sorte, il n'y a pas de problème entre maîtrise et master, mais on devrait souligner master ou maîtrise. Par exemple, moi, je suis détenteur d'une maîtrise en psychologie sociale à l'Université d'État d'Haïti. Donc, il y a un problème en ce qui concerne, en fait, l'appellation des thèmes. Licence, grade académique ou diplôme conféré à l'issue d'un parcours de premier cycle et après l'obtention du nombre de crédits fixé par voie réglementaire. Licencié, titulaire d'un diplôme de licence. Maître, titulaire d'un diplôme de master. Ainsi de suite. Bon, il y a des masters professionnels, masters de recherche, etc. Nous n'entrons pas dans ces détails. Donc, mémoire. Pour être licencié, il vous faut remettre un travail de sortie ou encore un travail de fin d'études ou encore un travail final appelé mémoire. Travail universitaire individuel effectué sous la responsabilité d'un directeur et qui débouche sur un rapport écrit évalué lors d'une défense orale publique. La défense a lieu en présence d'un jury. Donc, pour être diplômé en Haïti, il faut quand même, en fait, présenter un travail académique, un travail qu'on appelle mémoire ou autre, mais il est un impératif de présenter un travail pour avoir le diplôme de licence. Par contre, je connais des institutions privées, malgré les étudiants ont terminé le nombre de cours exigé par l'institution, ils ne peuvent pas, en quelque sorte, soutenir leur mémoire. Parce qu'on leur demande un frais. Mais l'État haïtien ne dit rien par rapport à cette situation. Il y a certains étudiants qui n'ont même pas accès à avoir un directeur de thèse après avoir versé une montagne d'argent, en fait, pour réaliser ce travail. Et effectivement, comment par exemple demander à un étudiant qui a passé 4 années à
payer une institution mensuellement minimum 2500 ou encore $500, ok? Et à la fin de cette étude, on va leur demander, donc il vous faut X montant en américain, X montant en américain, donc participer à tel ou tel séminaire pour pouvoir élaborer votre mémoire de sortie. Ça, en quelque sorte, c'est un problème. Donc tout cela nous amène à considérer, est-ce qu'on peut parler de l'enseignement supérieur en Haïti sans que l'État ne joue pas conformément leur rôle son rôle de régulateur. Donc, c'est effectivement cette problématique qui nous amène à parler de existe-t-il vraiment un enseignement supérieur en Haïti. Même si effectivement il y a un ensemble de lois issues de ce décret régissant le fonctionnement de l'enseignement supérieur en Haïti, mais il y a certaines institutions, jusqu'à présent, ce sont des licenciés et qui forment des licenciés. Donc c'est un problème qu'il faut en quelque sorte penser. Et là-dessus, comment par exemple peut-on demander à des gens qui n'ont que leur licence, en fait, pour être professeur en niveau de licence. Et même au niveau, par exemple, des licences, même au niveau des doctorats ou au niveau du master, il y a certains pays qui exigent pour être professeur, pour être enseignant à l'université, il faut au moins un doctorat. Mais tenant compte de notre réalité haïtienne, si par exemple on va aller dans cette direction, il y a risque qu'on ne trouve pas d'enseignants au niveau des universités parce que la majorité de nos professeurs n'ont pas de grade de doctorat. Donc, on peut comprendre avoir un master 2 au niveau, en fait, de licence comme enseignant, ça peut comprendre, ça peut aller. Mais avoir une licence et comme enseignant au niveau de licence, ça pose problème. Ça pose problème. Donc, l'ensemble des articles qui se trouvent dans ce décret est important pour comprendre, en fait, le nouveau dispositif mis en place pour réglementer l'enseignement supérieur en Haïti. Mais il y a une question qu'il faut se poser. Est-ce que ce décret va être appliqué? Parce que c'est un décret qui a été promulgué sous la présidence de Jovenel Moïse. Donc, est-ce que politiquement, ce décret ne va pas être annulé? Bon, il est peut-être pour voir effectivement qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir. Comme étant donné que c'est une causerie, je ne vais pas tenir trop longtemps, mais maintenant, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions en rapport au fonctionnement, en fait, en rapport au système d'enseignement supérieur en Haïti, donc ces questions seront bienvenues. Donc, je vous dis merci de votre attention et maintenant nous attendons votre réaction, votre commentaire et votre question si vous en avez. Merci pour votre temps. Et toujours de la même manière, le docteur Moïse va se poser les gens sur la ligne et moi dans la salle. S'il y a des questions, c'est le moment.
Merci grandement, Monsieur Hector, pour cette causerie bien posée à l'occasion de cette cérémonie qui tend à marquer la grande ouverture de l'IUS à Jérémie. Je voulais donc saluer et féliciter Docteur Providence qui nous suit en ligne, qui vient d'être tombé à plusieurs reprises. Ainsi, je pense qu'il peut goûter le problème des étudiants de Jérémie quand nous sommes en ligne, quand nous sommes en train d'étudier la situation de l'Internet. Et je voulais féliciter également la présence du docteur Fred, c'est lui-même. Je félicite la présence du directeur d'antenne à Jérémie. Et vous qui êtes ici, avant même de vouloir poser la question, je vous félicite de votre présence encore ici cet après-midi. Et je vous dis, vous qui voulez venir à l'IUS, vous n'allez pas appel, vous n'allez rien appel, parce que l'IUS, les formateurs endossent leurs responsabilités en tant que formateurs. Nous aurons la chance de nous frotter avec les docteurs, nous aurons la chance de nous frotter avec de différentes personnalités, et vous aurez à vous naviguer dans le bassin du savoir à l'IUS. Et il y aura aussi la situation d'enseignement et d'apprentissage qui va être répondue donc, quand nous sommes à l'IUS. Monsieur Hector, à vous entendre parler, c'est sûr et certain, on vient de naviguer encore dans les problèmes. On vient de mettre les bas sur les T, les points sur les I, sur les différents problèmes auxquels confronte l'enseignement haïtien. Un problème constitutionnel, un problème de loi. Si j'abonde, même lorsque je suis étudiant à l'IUS, n'empêche pas que je vous pose cette question. Si j'abonde sur la philosophie de l'éducation, la philosophie de l'éducation révèle l'application de la philosophie à l'étude de différents problèmes posés par l'éducation. Peut-on parler, s'il y a autant de problèmes comme ça dans l'enseignement haïtien, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de la philosophie de l'éducation en Haïti? Merci. Oui, comme je l'ai toujours dit à mes étudiants en psychologie de l'éducation, pour comprendre le fonctionnement du système éducatif haïtien à tous les niveaux, il vous faut vous référer en fait à deux philosophes, Platon et ensuite Aristote. Donc, Platon prônait en fait un système éducatif élitiste, alors que Aristote, dans sa cité, prônait en fait un système auquel même les gens de classe inférieure en fait pouvaient accepter au plus haut niveau de la société. Par exemple, dans la République de Platon, ce sont les nobles et les gens de la cour royale dont l'enseignement supérieur était réservé à eux. Alors que pour Aristote, ce n'était pas cette question. Donc, je prends ces deux exemples, c'est justement pour vous montrer. Dans la pratique, on ne peut pas dire que c'est ça qui se fait. Mais en analysant le système éducatif haïtien, il est important de se questionner
sur effectivement la philosophie de l'éducation de l'État haïtien. Est-ce que c'est une école pour tous? Est-ce que tous les élèves, est-ce que tous les gens de toutes les localités ont la même chance d'accéder au même niveau d'éducation dans ce pays? Donc, en analysant le fonctionnement du système éducatif haïtien, là, il est important de dire en quelque sorte qu'il y a matière à ce qu'il y ait une révolution au niveau du système en fait éducatif en Haïti. Il y a également matière qu'il y ait une autre façon de faire l'université en Haïti. Je pense que l'IS, de par sa philosophie, je ne suis pas en train en fait d'envoyer des fleurs parce que je suis étudiant à l'IS, mais effectivement, l'IS départ en quelque sorte sa philosophie en train de poser des jalons pour annoncer cette rupture au niveau de la façon dont l'enseignement supérieur se fait en Haïti. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important à ce que vous sachiez aujourd'hui que sans votre participation, sans votre compréhension, il est impossible à ce qu'il y ait en fait une autre éducation dans ce pays. Il est important aussi, on ne peut arriver jamais à un autre système éducatif en Haïti sans un autre État. C'est la raison pour laquelle il est intéressant, chaque fois que vous posez en fait le fondement, ou bien la nécessité, ou bien, comment dirais-je, par exemple, le rôle de l'université en Haïti, il faut se demander, en fait, quelle université, quel État, pour quel système. Dans l'état actuel où nous sommes, il est important de parler, en quelque sorte, d'une autre université sans un autre État. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ma réponse. Donc, il y a place pour que vous ayez avancé avec des notions, mais en quelque sorte, en tenant compte de la philosophie de l'éducation, donc il est important de questionner la façon dont on fait l'éducation en Haïti, pas seulement l'éducation, et pas seulement l'enseignement supérieur, mais l'éducation à tous les niveaux. Donc, il faut repenser ce système. Mais pour que ce système soit repensé, il faut qu'il y ait d'autres têtes. Et ces têtes-là doivent avoir d'autres orientations, en fait, pour arriver à un autre système d'enseignement au niveau supérieur en Haïti. Oh, il n'y a pas de questions dans ça, non? Professeur Christophe. Non, il n'y a pas de questions en ligne, donc si il n'y a pas de questions en ligne. Oh. Et... On peut passer à l'autre causerie s'il n'y a pas de questions. D'accord, merci. On remercie aux écoles et je demande à l'assistante d'applaudir aux écoles, je pense que vous faites. D'accord, et avec ça, à vous, public, ne restez pas à dire, comme Jules Solinescent, je serais parvenu sur ce mot escapé, si comme quoi j'avais rampé, mais venez, entrez à l'IUS et vous savez comment faire. À présent, je vais passer la main au professeur Providence Christophe pour sa causerie sur les critères de choix d'une bonne université en Haïti. À vous, professeur Providence.
Merci, merci. Alors, je salue déjà Hector et je le remercie pour sa présentation. Effectivement, il a été vraiment dans les détails. C'est pour ça, hein, il n'a pas eu droit à des questions, à plein de questions. Donc, Hector, tu as péché par ton efficacité. D'accord? C'est pourquoi tu n'as pas eu trop de questions. Donc, alors, moi, je vais d'abord souligner un élément hein, sur lequel je souhaite attirer l'attention. Et c'est une petite erreur. Et quand je dis une petite erreur, c'est parce que, effectivement, Hector nous a dit qu'il était un peu, c'était à vérifier. Alors, je commence par dire que avant 1987, vous ne m'entendez pas? Allô? Vous m'entendez? Allô? Oui, nous vous entendons très bien. Non, mais au niveau de la salle, est-ce qu'on m'entend très bien? Est-ce qu'on m'entend au niveau de la salle, les gens qui sont en présentiel? Est-ce que vous m'entendez? D'accord, ok. Donc, ça veut dire que c'est bon, ok. Donc, au fait, je voulais revenir sur la Constitution de 1987. Avant 1987, effectivement, le pouvoir des Duvalier avait confié à l'UEH le soin d'organiser l'enseignement supérieur. Mais à partir de 1987, eh bien, il n'est plus question pour que l'UEH organise quoi que ce soit. L'UEH, c'est un établissement comme les autres. Et je vous inviterai à lire tout ce qui concerne l'enseignement supérieur dans la Constitution de 1987, article 208 à l'article 216. C'est important. Et principalement l'article 211, où il est question non seulement de l'UEH, mais des autres écoles publiques et également des établissements d'enseignement privés. D'accord? Donc, et c'est un organisme qui devrait, article 11, qui devrait être créé pour gérer le système de l'enseignement supérieur. Donc, ceci dit, ça nous ramène aux critères de choix d'une université en Haïti, hein, parce que justement, ces critères-là, je vais encore insister sur les décrets du 30 juin 2020, hein, ces décrets-là, parce que c'est une tentative hein, pour mettre de l'ordre au niveau de l'enseignement supérieur. Donc, on va aborder cette histoire de choix de bonne université, choix de carrière, selon 3 points. Bien entendu, je vais faire très rapidement, histoire de vous permettre d'échanger avec moi, parce que je souhaite bien développer ces points-là. Alors, première raison pour choisir une bonne université, eh bien, c'est la qualité de ce qui est fait. C'est la qualité. Et donc, qu'est-ce qui fait la qualité de l'enseignement et de la recherche? Sur quoi s'appuie la qualité quand on est au niveau de l'enseignement supérieur? Eh bien, la qualité au niveau de l'enseignement supérieur s'appuie d'abord sur un corps enseignant qualifié, hein, donc des gens, hein, et Hector l'a si bien dit, dans la plupart des pays, il faut avoir au minimum le doctorat pour être considéré comme enseignant à l'université. Donc, c'est la qualité. La qualité s'appuie sur le corps professoral et quand on dit qualité, on regarde le profil des enseignants. D'accord? Bon, ça ne suffit pas, bien entendu, pour autre raison, parce qu'on peut avoir de très bons enseignants et pourtant, la formation n'est pas de qualité. C'est important. Mais voilà pourquoi on met l'accent, deuxième élément pour parler de qualité, du système à la fois de gouvernance. Quand on dit gouvernance, il y a ce qu'on appelle l'équipe qui sera chargée de concevoir et mettre en œuvre et les maquettes de cours, mais également gouvernance au niveau académique, c'est-à-dire
la qualité de ceux-là qui sont appelés à encadrer l'enseignement ou la recherche. Donc, premier point qu'on vient de voir, quand on parle de choix d'une bonne université, il faut se référer à la qualité, et la qualité s'appuie sur deux éléments. Premier élément, le corps professoral qui enseigne à l'université, et deuxième élément, la structuration de l'université, la gouvernance de l'université qui pilote les différents programmes à l'université. Deuxième élément, quand on doit choisir une bonne université, c'est par rapport à notre volonté d'intégrer un programme, notre choix de parcours. Tout à l'heure, on parlait de, oui, il y a des disciplines qui sont nécessaires pour le territoire de la Grand'Anse. Oui, ça peut être théoriquement nécessaire, mais dans la pratique, ça peut ne pas l'être du tout. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une école de physique nucléaire, c'est pas ça qui fait qu'il y a un besoin de formation en physique nucléaire en Haïti. Non. Pourquoi? Parce qu'il faut voir non seulement les aspirations de chacun, c'est pourquoi une étude de marché est importante, d'accord? Les aspirations de chacun, comment un jeune se projette, est-ce que c'est par rapport à ce que les parents ont toujours voulu? On a trouvé beaucoup de cas en Haïti où le jeune dit, d'ailleurs, dès sa naissance, le père ou la mère peut appeler déjà, ah, voici mon ingénieur. Et on lui donne même le pseudo, ingénieur, agronome, avocat, etc., etc. Donc, on ne regarde même pas la performance de l'élève, c'est-à-dire sa capacité à maîtriser certaines matières. D'accord? Donc, aspiration à ce niveau-là, ça veut dire non seulement de pouvoir tenir compte de ce que peut-être les parents auraient voulu, mais de la capacité réelle des élèves à réussir dans une discipline donnée. D'accord? Ça, c'est le premier aspect dans le choix de parcours. Donc, si vous faites votre choix de parcours sans tenir compte de ce que vous-même, comment vous vous projetez, moi, je me vois, alors, entre parenthèses, et on avait une séance d'orientation avec une jeune fille qui avait sa mère était médecin, déjà, et son père est avocat. Et elle était tiraillée entre les deux. Papa veut absolument que la fille devienne face du doigt. La mère, c'est, si on veut, c'est en quelque sorte la médecine. Et je demandais à la fille, comment est-ce que tu vois ta mère, la réussite de ta mère, ou est-ce que tu peux dire que ta mère a réussi sa vie ou ton père aurait réussi sa vie? Auquel cas, comment te positionner entre les deux? Eh bien, elle n'avait rien du tout à faire, que ce soit du droit ou de la médecine. Pour elle, elle veut avoir son business tout de suite. Elle veut être autonome et avoir géré son propre business. Donc, ça veut dire qu'il y a des conflits, malheureusement. C'est pourquoi à l'IUS, on fait de l'orientation professionnelle. Quand on soumet un dossier, on analyse si besoin est, eh bien, le candidat est contacté pour un entretien. À ce moment-là, on lui explique, on dirait que c'est telle chose que tu veux, mais on dirait que tu aurais plus de chances de réussite ailleurs. Donc, quand on dit choix de parcours, d'abord, il y a les aspirations personnelles, familiales, tout ce qu'on veut. Et il y a ce qu'on appelle la réalité du marché. Il y a des jeunes qui se disent, moi, je veux apprendre les sciences infirmières. Très bien. Mais quel constat peut-on faire? Combien dans la zone de gens avec leur diplôme de sciences infirmières et qui ne travaillent pas? À ce moment-là, on se rend compte que sur le marché de Jérémie, peut-être on aurait mieux fait d'étudier, par exemple, le marketing, d'étudier autre chose. Donc, il faut éviter les effets de tendance. D'accord? Donc, il faut
prendre en compte la réalité sur le marché. Dans le temps, il y avait ce qu'on appelle, on a pris l'exemple des sciences infirmières, on aurait pu prendre ça pour la médecine, on aurait pu prendre ça pour comment on peut dire, sciences agronomiques, etc., etc. Donc, des fois, il y a des grandes tendances et les gens se réfèrent à ces tendances-là sans analyser le marché, la réalité du terrain. Et donc, c'est important quand on veut choisir une université et surtout un parcours au sein de cette université. Et troisième critère de choix d'une bonne université, c'est ce qu'on appelle l'ouverture, son ouverture. Parce qu'une université qui ne permet pas à ces jeunes d'aller faire une expérience professionnelle, par exemple, en Haïti, c'est une université qui n'offre pas d'options, d'opportunités à ces jeunes. Une université qui ne permet pas à des jeunes d'aller ailleurs, faire un stage, faire un séjour de recherche, faire autre chose, c'est une université qui condamne, si on veut, le jeune à l'oisiveté. Donc, voilà pourquoi, troisième critère, c'est l'ouverture de l'établissement, ouverture à deux niveaux, encore une fois. D'abord, au niveau local, c'est-à-dire le fait que l'université arrive à tisser des liens avec les acteurs locaux, des entreprises, et que ce soit des entreprises, que ce soit des organismes publics, d'accord? C'est un bon signe et ça permet à l'étudiant de se projeter. On sait que je peux avoir un stage au niveau de la direction départementale de l'éducation à Jérémie et peut-être en fonction de mes performances, peut-être le directeur va me proposer quelque chose. Peut-être je pourrais m'orienter à tel endroit. Donc, voilà pourquoi c'est extrêmement important de comprendre que l'université doit également créer à travers les partenariats des ouvertures et pareil à l'international. Par exemple, j'en profite pour vous annoncer, et pour ceux-là qui ne savaient pas encore, qu'on a des partenaires internationaux déjà. Plusieurs partenariats qui sont signés. Donc, ça veut dire que ça permet, si on veut, à un jeune de se projeter. Il est vrai que l'IUS ne va jamais se comporter comme l'ambassade de France, l'ambassade du Canada. Ce n'est pas l'IUS qui délivre le visa. Ce n'est pas l'IUS qui fait ces choses-là. Par contre, par rapport au fait que nos enseignants, à 80%, sont des étrangers, ça donne des perspectives à nos jeunes. Voilà pourquoi je veux m'arrêter là, puisque je souhaite vraiment avoir des réactions. D'abord, quand on choisit une université, on doit la choisir par rapport à la qualité, à la fois de l'enseignement et de la recherche. Deuxième élément, il faut choisir l'université par rapport à un choix de parcours, auquel cas il y a les aspirations personnelles, familiales et la réalité du marché. Et on doit choisir une université par rapport à son ouverture à la fois sur le territoire concerné, Haïti en l'occurrence, et sur le monde, c'est-à-dire soit la Caraïbe ou le monde entier. Voilà, je m'arrête là en espérant que que vous avez beaucoup de questions. Voilà. Même si le temps nous fait la guerre. Merci, Christophe. Il n'y a pas de questions dans la salle? Donc, il y a deux commentaires. Du côté de Fred et de Hector. Donc, je passe à Hector d'abord, après. En fait, mon commentaire concerne l'aspiration. Quand on parle d'aspiration, l'aspiration est en rapport avec l'aptitude. Et si on comprend bien le fonctionnement de l'enseignement classique en Haïti, ça pose problème à l'université. Et l'une des missions de l'école en Haïti, c'est l'orientation. Mais nos dirigeants
ne prennent jamais leur responsabilité pour faciliter l'orientation des élèves. L'orientation, c'est déjà à l'école classique. Donc, les élèves devraient savoir là où ils pourraient aller, une fois terminé leur étude secondaire. Mais malheureusement, donc, ils vont à tâtons. Donc, quand par exemple, il y avait autrefois section B, section C, recto C, philo A, c'était dans cette perspective, l'orientation. Une fois terminé l'étude classique, l'élève pourrait aller là, en fait, où il devait aller en fonction de son aptitude par rapport à son parcours scolaire. Mais c'était du papier, il n'y avait aucun dispositif de mise en place pour faciliter, en fait, ce qu'on appelle le test d'aptitude et d'orientation professionnelle. Par exemple, j'ai mon fils qui est en LS4. Quand je lui demande, mais où est-ce que tu veux aller après avoir terminé? Il m'a dit, bon, écoutez, j'ai 3 choix. En fait, le premier, c'est le droit. Le second, c'est la psychologie. Le troisième, c'est la médecine. Mais effectivement, je suis psychologue. Donc, le fait qu'il pense de devenir psychologue, cela pourrait m'intéresser. Il dit, bon, écoutez, attends, ok, on va essayer et voir ça d'une autre manière. Et on attend l'examen, ok, on attend les résultats. Après les résultats, je vais réaliser pour toi un test d'aptitude et d'orientation professionnelle. Donc, selon les résultats, en fait, du test, donc, tu peux aller là où tu veux. Mais effectivement, c'est un problème. Donc, une fois terminé les études classiques, les jeunes ne savent pas où aller. Donc, ils t'attendent, c'est un problème. Et ce problème, ça concerne effectivement le fonctionnement du système éducatif haïtien. Pendant ce temps, ce sont en fait les facultés de l'Université d'Haïti et de l'État d'Haïti qui produisent des psychologues. Mais pourquoi, en fait, dans les écoles publiques, dans les autres institutions privées, il n'y a pas de dispositif mis en place donc pour aider les jeunes à connaître en fait leur attitude? À partir de là, ils pouvaient aller là où ils veulent. Merci. Je voulais faire un commentaire sur le propos du président qui a expliqué la bonne université. Et je suis tout à fait d'accord avec le principe qu'il a évoqué. La bonne université, c'est celle qui a un corps pédagogique, une équipe pédagogique sérieuse, et une maquette pédagogique sérieuse. Et autre élément, les deux appellent à l'adhésion des étudiants. Un étudiant qui adhère à sa formation, qui prend conscience de ce qu'il fait, ça rend la qualité, parce que l'enseignement, il y a un récepteur et un émetteur. Le récepteur et l'émetteur, quand ils se comprennent, ça donne un autre résultat que quand il y a quelques blocages de côté ou de l'autre. Je dis ça pourquoi? Parce que on a pris de très mauvaises habitudes dans l'enseignement supérieur en Haïti. L'étudiant ne sait pas où il va, ce qu'il fait. C'est pourquoi nous avons tout fait pour corriger tout cela par une posture qui est la transparence. Un étudiant qui rentre chez nous, il sait tout ce qu'il a à apprendre. Il connaît tous les cours. Et un étudiant, par exemple, qui est vraiment volontaire accroché à ses cours, mais quand la première année est terminée, il est en vacances. Et bien, comme il sait qu'il passe en deuxième année, mais dans le livret de l'étudiant, il sait déjà les matières qu'il va avoir
en deuxième année. Et l'étudiant sérieux, curieux, volontaire, travailleur, et puis il va déjà sur Internet se renseigner sur tel ou tel cours qu'il va avoir à partir de l'année prochaine. Vous voyez que la transparence suscite la curiosité et embarque les étudiants dans la démarche pédagogique. Et quand vous avez des étudiants qui adhèrent, qui s'embarquent dans la démarche pédagogique, c'est déjà gagné. Un étudiant qui s'embarque dans la démarche pédagogique avec les enseignants, c'est un étudiant qui a déjà réussi. Il ne peut pas échouer, ce n'est pas possible. Quand il fait ce travail-là sur lui-même, il a déjà réussi. Je voulais faire un autre commentaire sur les diplômes que l'étudiant a. Il ne faut pas se tromper. Aucune université, qu'elle soit privée ou publique, qu'elle s'appelle l'US ou l'UH ou l'UH, aucune université n'est propriétaire des diplômes. Le propriétaire des diplômes, c'est la République. C'est pourquoi sur chaque diplôme, vous verrez, je dis bien chaque diplôme, je ne parle pas de certificat, vous verrez écrit République d'Haïti. Toute une université qui vous fait croire qu'il est au-dessus, qu'elle est au-dessus des autres, c'est déjà une mauvaise université. C'est déjà une mauvaise université. Aucune université n'est propriétaire de ces diplômes. Pourquoi nous délivrons des diplômes? Parce que nous avons l'autorisation du ministère. Le ministère doit vous donner l'autorisation de fonctionnement. Mais j'entends dire par-ci ou par-là que c'est telle université qui doit donner l'autorisation à une université pour fonctionner. Mais l'université fait comme toutes les autres universités, ce n'est pas son diplôme, c'est le diplôme de la République. Et on parle du diplôme d'État. Les diplômes n'appartiennent pas à l'université. Le diplôme à l'US n'appartient pas à l'US. Il faut comprendre que les diplômes sont une délégation de service public que l'État donne à une institution. C'est-à-dire, je veux délivrer des diplômes de licence ou de master, de doctorat. Mais comme au ministère, je ne peux pas le faire, je n'ai pas la méthode. Vous êtes l'université, vous rassemblez les docteurs pour faire des cours, vous rassemblez tout le monde pour faire des cours. Et bien, je vous donne l'autorisation de délivrer mon diplôme. L'État dit à l'université, je vous donne l'autorisation de délivrer mes diplômes. Mais quand j'entends dire que l'EH doit donner l'autorisation, sachez que c'est du don. C'est carrément du vent. C'est même mensonger pour la jeunesse ou pour les diplômés. Parce que vous allez en France, par exemple, ou dans n'importe quel pays du monde, aucune université n'est au-dessus des autres. Aucune. Elles sont toutes logées à la même enseigne, qu'elles soient de Montpellier, de Rennes, de Paris ou de Marseille. Elles sont toutes logées à la même enseigne. Et elles ont toutes une délégation de service public pour délivrer. Bon, on dirait qu'il y a un bug. Bon. Bon, visiblement. Voilà. Bon, alors, visiblement, il y a eu un bug et au niveau de Jérémy, ils ont une coupure. Alors, ce qui est, je reprends les propos du docteur Fred Selimène, c'est qu'en réalité, certes, en 96. Nous venons de mentionner les critères pour lesquels un bon université doit avoir.
Par exemple, l'université qui ne respecte pas cette critère, cette université ne se trouve pas au même rang des autres. Si je prends par exemple, on nous dit toujours que la source doit être placée plus haute que la fontaine. L'université dans laquelle les professeurs se trouvent en licence, mais qui enseignent également en licence. N'oubliez pas que John Kojondana nous dit qu'aux enseignants ne doit jamais cesser d'apprendre. Donc, pour cette université-là, oui, c'est par rapport à l'IH, mais c'est en matière de diplôme, mais pour cette université-là, donc, elle est placée au-dessous. Quand tu m'as pas suivi, j'ai dit pour une bonne université se montre par sa qualité pédagogique, de son équipe pédagogique. Ce que je veux dire, c'est une université qui doit se trouver au-dessus des autres. C'est une université qui pense qu'elle est au-dessus des autres universités. Je dis aucune n'est au-dessus des autres. Parce qu'elles ont toutes la même mission, la même fonction. Elles ont la délégation de service public, elles ont à délivrer les diplômes de la République. Donc dire qu'une université doit donner l'autorisation à une autre pour fonctionner, il n'y a que le ministère qui veut le faire, pas une université. Ça n'existe pas. Allô? Non. Allô, je peux. Allô? Oui. Alors, je voudrais revenir, si vous me permettez, hein, sur cette histoire d'autorisation. Je vous invite encore une fois à lire. La Constitution, c'est pas beaucoup de pages. Et le pire, c'est que au niveau de l'enseignement supérieur, c'est pas beaucoup d'articles. On a dit clairement, hein, article 208 à 216. Donc, c'est simple. Il faut bien comprendre, il faut lire la Constitution d'un pays. C'est notre pays. Ça n'existe pas. Certes, ça existait avant. Aujourd'hui, il n'est pas question de placer une université, qu'elle soit appelée, je ne sais pas moi, UEH ou autre, au-dessus des autres. Non. Voilà pourquoi la loi prévoit la création d'un organisme qui doit, ce que le professeur Fred Selimène disait, qui doit donner les accréditations. C'est un organisme de l'État, hein, indépendante, qui sera chargé de donner les accréditations. Maintenant, est-ce qu'une université peut être plus performante qu'une autre? Mais bien entendu. Est-ce qu'une université peut être plus reconnue, c'est-à-dire par rapport à la qualité de son enseignement et de ses recherches, qu'une autre? Bien entendu. Mais ça ne veut pas dire qu'elle soit au-dessus des autres universités. Autrement dit, les autres universités, si elles font leur job, si elles ont un bon staff, si elles travaillent normalement, elles peuvent rivaliser avec la première université. Donc, avant de se lancer dans des considérations un peu en tout cas, hors la législation, je vous invite à regarder la législation, à regarder ce qui est écrit dans notre chère Constitution. Après, on peut toujours faire débat. On peut toujours dire, oui, moi, selon moi, il faudrait ça, il faudrait ça. Non, il faut qu'on soit citoyen. Citoyen, ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a une Constitution, on reconnaît qu'il y a des lois, et bien, on doit respecter ces lois-là. D'accord? Donc, je pense que le professeur Fred Selimène a totalement raison à partir de 1987, d'accord? Mais avant 87, effectivement, professeur Selimène, c'est vraiment, c'est pas possible. Mais bon, malheureusement, c'était ça la loi. Donc, on avait confié à l'UEH le soin d'organiser l'enseignement supérieur. Heureusement, déjà en 1987, on a compris que ça ne pouvait plus marcher de cette manière-là. Et je reviendrai volontiers en disant que quand on entend parler de Université Paris 8, Université Paris-Sorbonne, Université Aix-Marseille, Université des Antilles, mais ce n'est pas Paris-Sorbonne, Aix-Marseille
qui donne les autorisations à l'Université des Antilles. Il faut respecter, il faut vraiment comprendre que si on doit évoluer dans un secteur, comme partout ailleurs à travers le monde, il faut au moins qu'on applique les principes. D'accord? Et je crois que c'est ce que le professeur Célimène voulait faire passer. Voilà, comme message. Alors, et à présent, je vais passer le responsable de l'antenne de Jérémy, M. Wilson. Tout avant de partir, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Par exemple, à partir de vous-même, cette partie de la famille ES, vous intégrez le système. Pour cette raison, avant de partir, je voudrais que tout le monde, alors, il faut placer vos noms et prénoms sur la feuille de présence. On en aura besoin. Pour faire quoi? Vous allez bénéficier d'un rabais spécial, surtout sur les frais d'inscription. Tout le monde devrait payer $15 américains pour les frais d'inscription, mais pour vous qui êtes là, vous allez payer seulement 1 000 €. Et vous n'aurez aucun regret parce que l'IS fonctionne comme une famille. Comme un père met tout à la disposition de son fils, l'IS met à la disposition de ses étudiants toute une batterie de matériel. Par exemple, pour la structure de mémoire, que vous soyez en master 1, en licence, en master, en doctorat, il y a une structure qui va vous aider à franchir la manière de mémoire, de thèse, etc. L'IS fonctionne aussi comme un remorqueur. Quel rôle de remorqueur? Il est là pour remorquer les navires en difficulté. Mais vous qui êtes en difficulté depuis plusieurs années, dans le domaine universitaire, vous n'avez pas pu la verser le chaos difficile. Donc, vous êtes invité à vous faire préinscrire. On vous attend. Vous qui étiez à l'école normale et nous, vous avez votre place à l'ES. On va vous inscrire pas en première année de licence, pas en deuxième année de licence, mais en troisième ou quatrième année de licence. Et que vous allez passer 2 ans au plus avec nous à l'ES pour avoir votre licence. Il en est de même pour ceux qui ont étudié à travers une école de commerce. Vous n'allez pas reprendre ces 2 ans que vous allez passer à cette école-là, mais pourtant on va vous faire inscrire soit en troisième année, soit en quatrième année de licence. Ça va dépendre de votre dossier. C'est pour cette raison, les prescriptions commencent déjà, mais on vous attend à l'institution des sciences appliquées pour les suppléments. Merci. Ils ont de la chance, ceux qui sont présents. Ils ont déjà des réductions. Si jamais j'étais comme eux. Bon, à présent, je vais appeler l'étudiante master Admalom Beauvais pour ses propos de remerciement. Déjà, merci. Merci de votre présence. Merci. Tout commencement a eu fin. Mesdames et messieurs, au nom de l'Institut universitaire des sciences IUS, au nom des étudiants en master 1 et 2 et des doctorants de la dite université, je vous salue. Je profite de cette occasion pour remercier toutes les personnes ici présentes, pour ce bon moment que vous venez de passer avec nous. Et nous avons été très heureux de pouvoir aller à votre rencontre parce que nous avons jugé que cet événement était à vos attentes. Nous tenons à remercier particulièrement le directeur de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en l'occurrence, M. Jean-Marcel Gentil, les directeurs de différentes institutions, les autorités judiciaires, les notables de la ville,
les écoliers, écolières des différentes écoles de la ville, les professeurs et les médias qui ont répondu présents à notre invitation. Merci également au docteur Christophe Providence, ne pouvant pas être physiquement avec nous à Jérémie, a dû faire son intervention via la plateforme de l'IUS. Et au docteur Fred Selimen, le responsable des affaires académiques de l'IUS, lui, qui malgré un emploi du temps très chargé et des problèmes de sécurité dans le pays, a dû faire d'énormes sacrifices pour entrer en Haïti et venir dans la grandance pour être ici présent. Nous adressons enfin nos remerciements aux responsables de l'école professionnelle de Jérémie qui ont mis à notre disposition cette belle salle, les personnes qui ont fait la décoration, ainsi que les membres d'accueil qui se sont rendus disponibles pour nous et ont fortement participé au bon déroulement de cette activité. Encore une fois, merci à toutes et à tous. Nous espérons vous revoir très prochainement pour un nouvel événement. Merci. Et, Président, Oui. si vous voulez continuer la séance. Non. Non, moi je veux tout simplement remercier tout le monde. Et vraiment, ça a été une grande occasion pour échanger sur l'enseignement supérieur, sur l'IUS. Maintenant, je vous souhaite vraiment j'espère que vous allez bien réfléchir et que surtout vous allez revenir vers nous, hein, que ce soit l'équipe de l'IUS à Jérémie ou en ligne, vous allez pouvoir nous rejoindre et ensemble, on pourra faire ce chemin-là. Donc, merci encore et on va dire à très vite, hein, pour ceux-là qui ne font pas partie de la grande famille de l'IUS pour l'instant. Allez, merci à tous. D'accord.